Très bien. Maintenant, la progestérone. La progestérone, au niveau de l'utérus, au niveau de l'endomètre, donc elle assure l'arrêt de la prolifération. Transformation sécrétoire au niveau de la phase, au cours de la phase lutéale, à la préparation, à la nidation dans la phase lutéale. Donc, le myomètre, diminution de contractibilité du muscle lisse. Donc, bien sûr, la contraction, c'est incompatible avec la grossesse. Ça, c'est... D'ailleurs, l'avortement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va stimuler le myomètre. On va stimuler la contraction du myomètre. Donc, la contraction, c'est incompatible avec la grossesse. Bien sûr, on aura besoin de cette contraction lors de l'accouchement. Si, bien sûr, c'est voulu. Et d'ailleurs, parmi les médicaments, on peut donner, par exemple, l'ocytocine ou le synthécinon pour effectivement stimuler la contraction du myomètre. Très bien. Vous avez, au niveau du col, arrêt de production de la glaire cervicale. Donc ça veut dire que, effectivement, il y a tout un climat. Déjà, si vous voulez, le passage, déjà, au cours de la grossesse, il est fermé par le sac. Donc, il n'y aura pas de passage, bien sûr, de spermatozoïdes pour rencontrer un deuxième ovule. Mais aussi tout un environnement qui est inadéquat pour la survie des spermatozoïdes. Bien sûr, la femme qui est déjà enceinte, elle ne va pas tomber encore une fois enceinte simultanément après la nidation. Donc, ça, bien sûr, c'est très clair. Au niveau du vagin, donc l'arrêt de prolifération de l'épithélium. Donc, l'arrêt de prolifération de l'épithélium. Donc, le rôle de la progestérone. Au niveau du sein, vous voyez une action synergique avec les oestrogènes. Donc ça, c'est une particularité. Les hormones stéroïdiennes, pour certaines cellules cibles, elles ont des actions synergiques. Mais pour d'autres, vous avez des effets antagonistes. Donc ça, c'est important à le signaler. Vous voyez, au niveau du vagin, au niveau de l'utérus, ce sont des choses antagonistes, contradictoires. Mais au niveau, par exemple, des seins, donc vous voyez l'action synergique avec les oestrogènes. Sur différenciation sécrétoire de la glande, grossesse et la mammogénèse, bien sûr, ça en présence aussi juste avant l'accouchement, des taux élevés, on assiste à des taux élevés de la prolactine. Et vous avez des effets inhibiteurs sur l'actogénèse. Vous voyez? Donc, au cours de la grossesse, vous avez le développement des glandes, l'hypertrophie, etc., mais pas de l'actogénèse. Juste avant l'accouchement, diminution du rôle de la progestérone et augmentation, l'apparition du rôle de la prolactine. Très bien, la prolactine. Donc juste, c'est pour cela que la femme qui s'apprête à faire un accouchement, donc la parturiente, donc il va sentir gonflement des glandes mammaires et bien sûr je sens que la présence du lait dans les seins, donc c'est juste cette phase qui est assurée par l'augmentation de la prolactine. Et vous avez l'effet sur la température corporelle, bien sûr, augmente la progestérone, augmente la température pendant la phase lutéale. Très bien, maintenant, l'exploration. Donc, exploration statique par les techniques enzymo-immunoessais, ou bien par des techniques immuno-enzymatiques, sur un tube sec, et bien sûr, comme j'ai dit, c'est marqué déjà,
il faut mentionner la date des dernières règles. Ça ne sert à rien de ne pas se situer d'une façon adéquate au cours du cycle. Donc, dosage des stimulines hypophysaires, donc on peut doser le LH, le FSH et le stradiol. Donc, la femme préménopausée, donc le dosage de préférence en phase folliculaire, donc précoce, 5e jour des règles. Donc, 5e jour, walakin, G3, voilà. J5 des règles, c'est surtout les femmes qui ont un cycle respecté. Ça veut dire 28 jours, on est à J5, c'est l'idéal. Mais lorsqu'il y a un cycle perturbé, on peut aller à J2, G3, G4, en fonction de... Mais l'essentiel, pour la même femme, ça c'est le plus important, c'est garder le même jour, le même protocole, la même cinétique pour, en fait, le même dosage, la même technique pour avoir une meilleure interprétation. Donc la date des dernières règles, c'est important. Ça veut dire l'interrogatoire, la première des choses, votre DDR. Il faut demander à la femme sa DDR, sa date de dernière règle. C'est important. Élévation de LH et FSH avec un oestradiol effondré. Donc, c'est l'hypogonadisme ovarien. C'est simple. Ça veut dire que vous allez trouver FSH élevé et LH élevé, mais avec le stradiol effondré, ça veut dire qu'il y a un problème ovarien. Un taux bas au normal de LH et de FSH avec un oestradiol effondré. Donc c'est origine centrale, très bien, donc insuffisance ovarienne centrale. Les valeurs normales, bien sûr, en fonction de l'âge, du sexe et du cycle menstruel. N'oubliez pas, bien sûr, ici le sexe, on peut faire le dosage, mais d'une façon exceptionnelle chez l'homme. Vous avez par exemple chez l'homme qui a fait un AVP, un accident de voie publique, par exemple, un traumatisme crânien, et on veut étudier la répercussion des centres de contrôle sur la fonction gonadique, on peut faire le dosage de LH et FSH. C'est clair? Parce que, évidemment, c'est comme la femme, le LH et FSH, il est responsable de la synthèse des androgènes. Voilà. Très bien. Dosage de la progestérone. Pour les tests dynamiques, donc on peut faire le test à la LH-RH, donc qui doit être réalisé en phase folliculaire précoce pour évidemment étudier l'effet de stimulation. Est-ce qu'il y aura une stimulation ou non? Donc par injection intravéneuse directe de 100 mg de LH-RH au temps T0. Et on va faire le dosage de LH-FSH à T0, à T15 minutes, à T30 minutes et à T60 minutes. Absence de réponse des gonadotrophines, donc absence de sécrétion de LH et de FSH, ou bien d'élévation de LH et de FSH suite à stimulation de LH et RH, ça veut dire qu'il y a une insuffisance hypophysaire parce que l'hypophyse ne répond pas à la stimulation de LH-RH. Donc, à la stimulation de LH-RH. On peut faire le test de citrate de clomifène, le clomide. Donc, qu'est-ce qu'il fait le clomide? Il stimule le LH-RH. Donc, à ce moment-là, dosage de LH et de FSH, absence de réponse, on peut avoir une insuffisance hypophysaire. Si on fait le clomifène suite à au test de LH-RH, on peut même identifier une insuffisance hypothalamique. C'est clair? Ça veut dire, vous n'avez pas de réponse ici, mais vous l'avez ici. Pardon, LH, RH, là.
vous avez une réponse ici, mais vous n'avez pas la même réponse ici. Ça veut dire quoi? Hypothalamique, ça veut dire que lorsqu'on apporte le RH, le problème il est résolu. Si on n'apporte pas le RH, on essaie de stimuler le RH au niveau hypothalamique, pas d'effet, ça veut dire que c'est l'hypothalamus qui est touché. Vous voyez, c'est dynamique, s'il vous plaît, le test dynamique sont très ça. C'est un jeu, c'est un raisonnement très logique, donc vous ne pouvez jamais avoir de difficulté pour l'interprétation des tests dynamiques. Oui? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est l'hormone LH, RNH, gonadotrophine, stimulating hormone. Très bien. Donc les pathologies maintenant, les interprétations, les pathologies ovariennes. Donc, on va parler de l'hypogonadisme. Donc, la clinique. Donc, la femme peut présenter une aménorrhée. Donc, vous avez ménorrhée, ça veut dire menstruation. Voilà. Donc, A, le préfixe A, absence. On a déjà vu la thériose, l'hypothyroïdie, la thériose. On a vu la cryptorchidie, l'anarchidie, absence de la glande, des testicules. De même, aménorrhée, absence des menstruations. Dysménorrhée, voilà des menstruations très perturbées avec un débit très perturbé. Donc, oligoménorrhée, donc présence, mais à très peu. Donc, règles espacées non régulières. Donc, ou bien, vraiment, même si quelquefois sont respectées, mais avec très peu de menstruation. C'est l'intérêt aussi, c'est dans l'infertilité féminine. Et dans le cas de l'hyperandrogénisme. Donc, on a vu les applications, l'hirsutisme et le virilisme. Donc, l'hyperandrogénisme, dosage de la testostérone et de la forme sulfatée de DHEA, qui est le précurseur et la réserve de la testostérone. Donc, dans le cas de l'ambiguïté sexuelle au cours de la vie fœtale. Donc, le sang du cordon, on peut analyser le sang du cordon pour, explorer l'ambiguïté sexuelle. Ça veut dire flicographie, on ne sait pas est-ce que c'est une... On caractérise, on identifie les gonades, mais on ne sait pas est-ce que c'est une femme, c'est un sexe masculin ou féminin. C'est clair? Donc, on peut faire le dosage, donc le cas de l'ambiguïté sexuelle, bien sûr, avec le dosage, je vous l'ai dit déjà, c'est le dosage de 17 OHP. Le 17, et donc c'est progestérone. C'est un paramètre très important dans l'ambiguïté sexuelle. La pseudo-puberté précoce avec accélération de la croissance et l'hirsutisme au cours de l'enfance. Vous voyez? Donc, avec une perturbation, si vous voulez, avec une imprégnation androgénique, c'est l'hirsutisme et une accélération de la croissance. Donc, pseudo-puberté, ce n'est pas une puberté à part entière, parce qu'il y a un mélange de caractère masculin et de féminin. Donc, il y a une croissance, mais une accélération de la croissance très importante et avec un hirsutisme, je veux dire un hyperandrogénisme, suspicion d'un hyperandrogénisme, une imprégnation des androgènes. Vous avez l'hirsutisme, l'acné, changement de la voix et l'aménorrhée chez l'adulte. Ça veut dire que la voix elle est assez rude, l'apparition de l'acné, avec l'hirsutisme, avec l'aménorrhée, on peut explorer un hyperandrogénisme, une élévation de la testostérone chez la femme adulte.
Très bien. Pour les étiologies, donc, les étiologies de l'hypogonadisme, c'est n'importe quelle perturbation ou la attaque mécanique ou la auto-immune ou la infectieuse ou la, si vous voulez, qui peut attaquer je dirais, le système de production des oestrogènes ou bien les organes de production des oestrogènes. Donc, insuffisance ovarienne prématurée, ça veut dire avant le stade de ménopause. Suite, d'une façon idiopathique, médicamenteuse ou d'origine inconnue, donc, il peut donner, par exemple, la chimiothérapie. Ah, c'est un facteur de... les cytotoxiques, c'est un facteur je dirais, de l'hypofertilité et de l'insuffisance ovarienne. Les maladies auto-immunes, donc, puisque ce sont des glandes, donc ils peuvent subir une attaque des anticorps, des auto-anticorps. Et on peut avoir une insuffisance ovarienne suite à une maladie auto-immune. Ou bien des facteurs exogènes, toxiques, hein, donc les médicaments, ou l'exposition au benzène, ou l'exposition aux facteurs tabagisme, ou n'importe quelle chimiothérapie, comme je vous ai dit, ou infectieuse. Donc, suite aux infections, donc, on peut avoir un hypogonadisme, une insuffisance ovarienne. Ou bien une maladie polykystique, une polykystose de l'ovaire. Donc, nous avons vu déjà la polykystose rénale. C'est la même du point de vue topographique. Donc, il y a la topographie hein, de l'ovaire avec la présence des kystes. Il est incompatible avec une meilleure production des oestrogènes et le fonctionnement ovarien. Avec la présence d'un hyperandrogénisme. Pourquoi? Très bien, bravo. Donc, l'insuffisance ovarienne peut se traduire ou peut passer par le déficit d'aromatisation, très bien, des androgènes. Donc, les androgènes, ils vont rester élevés. Vous voyez? Parce que, comme j'ai dit, les oestrogènes, ils sont élevés et ils vont inhiber, ils vont masquer, comme le mot exact, ils vont masquer les effets de la testostérone. Et là, on a quelques effets, même retardés, de la testostérone. C'est clair? C'est pour cela d'ailleurs que chez la femme, après la ménopause, quelquefois, on peut avoir certains effets un petit peu des caractères insidieux, si vous voulez, masculinisants. La pilosité de la femme âgée, etc., la voix chuchouya kasha. Donc, c'est le recul des oestrogènes et un petit peu, la testostérone ne veut pas augmenter, mais quand même, il va apparaître, on va avoir, je dirais, l'apparition des effets très minimes qui rappellent les effets des androgènes. Donc, ou bien du point de vue génétique. Donc, il y a une hypofertilité ou bien une insuffisance ovarienne génétiquement définie. Donc, il y a une hypofertilité ou bien une insuffisance ovarienne génétiquement définie. Donc, les maladies polykystiques, les tumeurs virilisantes, ovariens ou bien corticosurrénales, ça veut dire la superproduction des androgènes, donc avec un hirsutisme. Ou bien l'hyperprolactinémie, nous avons dit que la prolactine, elle a un effet antagoniste sur la fertilité, donc, et les femmes qui allaitent sont, je dirais, ne peuvent pas tomber enceintes, ou les chances de tomber enceinte, carrément nulles, mais c'est très minime, très diminué. L'hyperprolactinémie avec l'aménorrhée et l'anovulation et la galactorrhée. D'ailleurs, dans certaines situations, avec l'interrogatoire, si la femme vous dit que je souffre des aménorrhées, hein,
avec le cycle perturbé, avec les galactorés. Donc il faut penser au dosage de la prolactine. Bon, c'est important dans ce cas, la prolactine. Très bien. Maintenant, la biologie